Selon l'OMS, le cancer du sein touche chaque année 1,38 million de personnes supplémentaires et provoque 458 000 décès. Il s'agit du premier cancer dépisté chez la femme dans les pays développés comme dans les pays où on voit des développements comme la RDC. On parle de ce sujet avec le médecin généraliste Bob Matala, Jabi Digué qui est avec moi dans ce studio. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors, l'Octobre Rose, c'est un mois dédié à ce fléau, ce cancer qui touche particulièrement les femmes, bien que les hommes n'en aient pas totalement épargnés. Mais je voudrais dire, c'est pas un terme nouveau ici à Kinshasa. Je me souviens, quand j'étais à l'université avec des amis filles, on parlait du cancer du sein. Est-ce que d'après vous, les gens savent exactement ce que c'est ? Non, je dirais malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés par rapport à ces termes, par rapport à ces mois Octobre Rose, tout simplement parce qu'il y a un déficit de sensibilisation en fait. C'est un terme ou un mois qui existe depuis longtemps et dans le monde entier chaque année, le mois d'Octobre est rose parce que c'est un mois qui est dédié justement à la sensibilisation ainsi qu'à la lutte contre le cancer du sein. C'est quoi le cancer du sein? En d'autres termes, c'était la première question que je vous ai lancée là. Ah ok. En fait, cancer du sein, le sein, comme nous savons tous, c'est une glande mammaire qu'on retrouve aussi bien chez l'homme, mais aussi chez la femme, mais qui est un peu plus développée chez la femme. Alors, cancer veut tout simplement dire une multiplication des cellules de manière anarchique. Alors, cancer du sein est simplement un dérèglement de certaines cellules au niveau du sein qui se multiplient de manière anarchique, c'est-à-dire qui se multiplient en désordre, sans contrôle, et qui aboutissent à la formation d'une masse qu'on appelle simplement une tumeur. En fait, c'est ce qui veut dire cancer du sein. Alors, en d'autres termes, j'ai un ami qui m'a posé la question de savoir pourquoi les femmes développent ce type de cancer avant que vous veniez justement à ce plateau pour en parler. Quels sont les facteurs de risque exactement? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, je dirais qu'il y a toute une ribambelle, pour ne pas dire une querelle, de facteurs de risque. Les facteurs de risque, en fait, ce sont ceux qui permettent la survenue du cancer. Alors, avant de les énumérer, je voudrais d'abord dire que c'est un cancer qui est hormonodépendant, c'est-à-dire qui dépend des hormones. Une des hormones, c'est l'estrogène. Alors, quant aux facteurs de risque, on a premièrement une puberté précoce, c'est-à-dire que c'est une puberté qui survient avant l'âge de 12 ans. Voyez-vous? Deuxièmement, il y a une ménopause tardive, c'est-à-dire qu'une ménopause, c'est simplement la cessation de l'apparition des menstruations, des règles. Alors, lorsque la ménopause intervient après 50 ans, il constitue un facteur de risque. Troisièmement, on peut dire les contraceptifs oraux. Bon, il faut dire que jusque-là, il y a encore une discussion, il n'y a pas encore un document, mais on soupçonne les contraceptifs oraux d'être un facteur de risque. En dehors de ça, il y a le traitement hormonal de substitution. Chez certaines femmes, on peut remarquer un déficit ou une diminution des hormones ovariennes. Alors, on sera obligé de les apporter de manière extérieure, c'est-à-dire exogène. Cet apport exogène de ces hormones constitue un facteur de risque. Un autre facteur, c'est le facteur génétique. Alors, il est responsable de 5 à 10% du cancer, de la survenue du cancer du sein. Là, on parle de deux gènes, notamment les gènes BRCA1 et 2, dont la mutation permet la survenue de ces, de ces cancers du sein. En dehors de ça, on a les antécédents familiaux et personnels. Les antécédents familiaux, c'est par exemple lorsque vous avez une femme, si la maman et la sœur ont eu à faire le cancer du sein, cette femme-là est 2 à 3 fois plus exposée à faire le cancer du sein. Okay? Oui. Alors, les antécédents personnels, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a certaines maladies qui affectent la femme. Par exemple, vous avez le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre. Une femme qui a ces maladies-là est susceptible de faire le cancer du sein. En dehors de ça, on a les maladies bénignes du sein. Les maladies bénignes du sein qui ne sont pas traitées correctement peuvent constituer aussi un facteur de risque. Docteur, vous avez cité pas mal de facteurs mais il y en a encore de plus importants. Le plus important, oui. On va y revenir. Est-ce que nous courons tous le même risque, que ce soit en pays en voie de développement comme la RDC où l'industrialisation n'est pas aussi au top comme dans d'autres pays, sous d'autres cieux, les pays industrialisés? Est-ce que ce sont les mêmes facteurs partout au monde? Oui, bien évidemment. D'ailleurs, ça me permet de continuer pour vous dire que ce sont les mêmes facteurs. Si vous prenez par exemple l'âge, ce sont les mêmes facteurs. L'âge. L'âge, c'est le facteur le plus important parce que plus l'âge avance, plus il y a des risques de cancer du sein. Donc, la tranche d'âge, c'est des cancers à 55 ans, mais ça n'exclut pas que le cancer du sein puisse survenir à un âge un peu plus inférieur, c'est-à-dire à 20 ans. Vous voyez, l'âge, c'est universel. Voyez-vous. Donc, vous avez par exemple la nulliparité. Le fait qu'une femme n'ait jamais eu d'enfant.
c'est un facteur de risque, c'est universel. Vous avez par exemple le fait d'avoir une grossesse tardive après 30 ans. Partout. C'est universel. Vous faites peur à certaines femmes. Non, en fait, c'est juste un facteur de risque. C'est évident. Encore une grossesse. Non, en fait, elles doivent savoir que c'est un facteur de risque, mais on va parler des moyens de prévention pour éviter que cela n'arrive. Donc, on a aussi, par exemple, une radiation, l'exposition aux radiations ionisantes. Par exemple, les femmes qui sont exposées à des rayons X à des intensités très élevées. Les femmes qui ont des densités mammaires, des seins denses, c'est aussi un facteur de risque. La consommation excessive d'alcool. Vous remarquez de nos jours, les femmes consomment de plus en plus l'alcool. Vous dites que les femmes qui ont une densité mammaire, c'est aussi un facteur de risque. Oui, alors on sait qu'il y a ces femmes qui aimeraient bien développer cette forme de oui, mais ils doivent savoir. Qui reste aussi à la mode, quoi. Oui, bien évidemment, mais ils doivent mettre en tête que c'est un facteur de risque. Mais bien évidemment, comme c'est un facteur de risque, il y a des moyens pour éviter que ça entraîne disons, la survenue du cancer. Il y a la consommation de la cigarette. Il y a le manque d'exercice physique. Vous remarquerez que les femmes de nos jours ne font pas l'activité physique. C'est une mauvaise chose. Donc, c'est une mauvaise chose. La consommation de certaines protéines, des graisses, des charcuteries et des viandes rouges, voilà un peu en somme les facteurs de risque qui peuvent permettre la survenue d'un cancer du sein chez une femme. S'il faut catégoriser ces facteurs de risque, il y a le point de vue génétique, il y a l'alimentation. Il y a le point de vue génétique. Bon, j'ai voulu les citer en gros parce que pour ne pas embrouiller les gens. Il y a les facteurs hormonaux, hormonaux c'est-à-dire des hormonaux exogènes et endogènes. Il y a des facteurs génétiques. Il y a des facteurs liés à l'âge et à la reproductivité. Et puis, il y a les facteurs liés à l'environnement. Ensuite, il y a des facteurs liés au mode de vie, de l'alimentation. Alors, on va prendre les moyens de prévention d'après chaque catégorie de facteurs de risque que vous venez de citer. On va commencer en l'occurrence par l'environnement. Voilà. Oui, bon, je vais les donner en fait en gros et chaque moyen pourra atteindre certains facteurs que je viens d'énumérer ici. Alors, pour l'environnement, par exemple, vous devez éviter d'être exposé aux rayons X. Il y a des examens, par exemple la radiothérapie, avant l'âge de 30 ans, qu'il faudra éviter. Alors, quels sont les moyens de prévention? Si le médecin l'exige, par exemple. Non, si le médecin l'exige, il y a des précautions à prendre toujours pour protéger certains organes nobles. Si vous avez déjà fait un tour, vous verrez qu'il y a des tabliers qu'on met pour protéger la patiente contre ces rayons X qui sont nocifs pour la femme. Donc, alors si je dois faire en gros les moyens préventifs, premièrement, le problème c'est le déficit d'information. La femme doit être informée à travers des émissions comme Urgence Santé. Je vous en remercie d'ailleurs, M. Gaëtan, pour cette opportunité. C'est moi qui vous remercie d'être passé. C'est vraiment important. Donc, parmi ça. Deuxièmement, il y a par exemple l'autopalpation du sein qui doit se faire une fois par mois à la fin des règles parce qu'à ces moments, les seins ils sont moins denses. Alors, vous avez dit que ça se fait une fois par mois à la fin des règles. Nous avons quelques images que nous allons également diffuser, balancer, illustrer afin que vous expliquiez. Je prendrai le temps d'expliquer longuement. D'accord. Ça. Et comme un autre moyen, c'est la mammographie. La mammographie bilatérale, c'est un examen radiographique des seins. Donc, il y a une tranche d'âge entre 40 et 45 ans, une fois tous les 2 ans, et entre 50 et 70 ans, 70 ans si vous voulez, une fois tous les 3 ans. En dehors de ça, on a par exemple, les dames doivent favoriser l'activité physique. L'exercice physique 3 fois par semaine, au moins 30 minutes. Ça vous protège contre le cancer des seins. Des exercices simples, par exemple. Des exercices simples, 30 minutes, ça dépend de vous. Vous choisissez ce que vous pouvez faire. Par exemple, la marche, tout ce que vous voulez le soir, la corde, donc tout ce que vous voulez, mais 30 minutes, 3 fois par semaine. C'est très important parce que ça vous protège contre le cancer du sein. Alors, les dames doivent éviter la consommation excessive d'alcool. C'est un facteur de risque. Les dames doivent éviter la consommation des cigarettes. Les dames doivent encourager l'allaitement maternel prolongé. En fait, c'est très très important. Les dames doivent donner le lait à leurs enfants. On parle de la naissance jusqu'à 1 année. De la naissance jusqu'à 1 année, en fait. Est-ce possible avec cette hyper-professionnalisation de la femme? Oui, maintenant, c'est ça le problème. Il faudra faire le choix. Parce que l'allaitement maternel protège non seulement le bébé, mais la maman aussi. Ça protège la maman contre le cancer du sein. À un certain moment, il faudra faire le choix. Par exemple, c'est juste une parenthèse, l'allaitement maternel, les 6 premiers mois, c'est exclusif. Donc, les mamans doivent donner uniquement le lait maternel pendant les 6 premiers mois. Et après les 6 premiers mois, il y a une diversification, mais elle doit aller jusqu'à 1 année. C'est de cette manière-là seulement qu'elle pourra se protéger contre le cancer du sein. Donc, voilà un peu en somme quelques moyens qui peuvent aider la femme plutôt à se prévenir contre ces cancers. Voilà. Alors, on va passer maintenant à quelques illustrations qui sont totalement importantes. L'autopalpation, vous en avez parlé. Oui, si on peut nous mettre, on peut nous mettre les quelques images prévues jusque-là. Et vous allez on peut commencer par les symptômes comme ça. Ça nous permet de D'accord. Alors, quels sont les symptômes les plus fréquents?
Oui. Les symptômes, justement, il y a une image qu'on a prévue pour ça aussi. Le symptôme le plus fréquent. Je vais commencer par une tumeur mammaire. Une tumeur mammaire, simplement, la femme va remarquer la présence d'une masse ou d'un nodule au niveau du sein. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est en rapport avec... c'est cette image? Non, non, l'autre. C'est l'autre. Okay. On a écrit signe du cancer du sein. Ok. Je disais. Deuxièmement, c'est en rapport avec l'aspect de la peau du sein. Alors, qu'est-ce que la femme va remarquer? La femme va remarquer au niveau du sein une rougeur. Oui, effectivement, c'est ça. On a une rougeur. Elle va remarquer une ulcération. Ulcération, ça veut dire tout simplement des petites plaies au niveau du sein. Voyez-vous, elle va remarquer une ulcération. Elle peut remarquer un épaississement de la peau du sein. Elle va remarquer aussi un durcissement de la peau du sein ou la peau du sein qui revêt la couleur de la peau d'orange. L'orange comme le fruit qu'on mange. Alors, troisièmement, c'est en rapport avec la taille et la forme. Peu importe la couleur de sein, on peut développer des formes oranges. Non, la couleur de la peau d'orange, oui, n'importe quel type de sein. Mais vous voyez que la peau revêt l'aspect de la peau d'orange. Okay. Troisièmement, c'est en rapport avec la taille et la forme du sein. C'est-à-dire, la dame va remarquer qu'il y a un sein qui devient un peu plus volumineux par rapport à l'autre. Quatrièmement, on a ce que l'on appelle les adénopathies. Les adénopathies qui peuvent être axillaires ou sus et susclaviculaires. En termes simples, ça veut dire ceci. Oui. En termes simples, ça veut dire que la dame va remarquer sous son aisselle la présence d'une masse ou d'une boule sous l'aisselle. L'aisselle, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Ce n'est pas un terme médical. C'est la première image qui se trouve là. Oui, oui. Sous son aisselle. Voilà, c'est la première image juste à gauche. Ou soit, elle va remarquer cette masse au niveau du clavicule. Le clavicule, c'est juste ici au haut de la tête ici. Soit en haut, soit au-dessus. Donc, c'est ça. Elle va remarquer cette masse-là. Okay. Et cinquièmement, on a les mamellons. Au niveau du mamellon, parce qu'en temps normal, les seins ne peuvent pas faire couler du liquide. C'est seulement pendant l'allaitement. Mais elle va remarquer un écoulement spontané au niveau du sein, qui peuvent être sanguinants, c'est-à-dire du sang ou pas. Soit elle peut remarquer des ulcérations, ou un changement de couleur, ou encore le mamellon qui est rétracté à l'intérieur. Et enfin, elle peut remarquer ce qu'on appelle une douleur unilatérale du sein, c'est-à-dire qu'on a un sein qui présente une douleur. Donc voilà un peu ensemble les signes qui peuvent vous faire penser qu'il s'agit du cancer du sein. Mais je voulais préciser une chose. Toute masse au niveau du sein ne veut pas directement dire cancer du sein. Non. Mais les dames doivent savoir ceci. Le cancer du sein, c'est le premier cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Ce qui veut dire que toute anomalie que vous avez au niveau du sein, chère dame, vous devez rapidement consulter un médecin pour que cette dernière puisse exclure qu'il ne s'agit pas du cancer du sein. N'est-ce pas? Parce que c'est très important, parce que ces cancers-là, comme je l'ai dit, c'est le plus fréquent. Donc, vous avez n'importe quelle anomalie, mieux vaut prévenir que guérir. Allez voir votre gynécologue pour qu'il puisse exclure. Donc, ne paniquez pas. Allez plutôt voir votre gynécologue et ensemble, vous pourrez exclure. Parce que si la masse s'avère que c'est le cancer, s'il est diagnostiqué très tôt, je voulais dire, il y a possibilité de guérison à 90%. Voyez-vous? Donc, je les en supplie, dès qu'ils remarquent quelque chose, qu'ils aillent voir leur médecin. Alors, on en vient directement au traitement. Oui, moyen. On va au traitement directement, puisque vous avez parlé des gynécologues qu'on doit aller voir lorsqu'on développe ces quelques symptômes. Comment ça se fait à Kinshasa particulièrement? Oui, donc, lorsque vous développez ces symptômes, vous devez aller voir un médecin. Donc, ça veut dire tout simplement que quand vous voyez un médecin, c'est là où on parle du diagnostic précoce. Donc, il y a des moyens de dépistage pour essayer de mettre en évidence cette pathologie. Parmi les moyens de dépistage, on a ce qu'on appelle l'autopalpation du sein, qui doit se faire une fois le mois, après les règles, parce que à ce moment-là, les seins sont moins denses. Deuxièmement, on a la mammographie dont je venais de parler tout à l'heure, qui doit se faire entre 40 et 45 ans. Tous les 2 ans, une fois, et 50 et 70 ans, tous les 3 ans. Troisième examen, on a l'échographie mammaire, qui peut aussi être utilisée. Quatrièmement, comme un moyen de dépistage, c'est de faire un examen clinique des seins chez un gynécologue une fois l'an. Voyez-vous? Donc c'est ça. Alors, un des moyens de dépistage qui est disponible ou qui est à la portée de toutes les femmes, c'est l'autopalpation. Alors, comment est-ce qu'une femme va faire l'autopalpation? Oui. Alors, disons, voilà, il y a une image là. Donc, qu'est-ce qui se passe? La femme se tient debout devant le miroir. Soit il a le bras allongé le long du corps, soit il a les mains sur la hanche. Elle va observer minutieusement ses seins à la recherche des signes qu'on venait d'élucider tout à l'heure. Okay? Et elle le fera de manière de face et de profil. Après ça, elle va faire la même chose, cette fois-ci en levant les 2 bras au-dessus de la tête. Elle observe minutieusement encore les seins, de face et de profil.
Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle lève, comme vous voyez dans l'image, elle va lever les bras droits au-dessus de la tête. À l'aide de la main gauche qui est restée libre, elle va utiliser ses 3 doigts. Alors, elle va placer ses 3 doigts au niveau du sein. Lesquels doigts? Le 3 de la main gauche, c'est-à-dire la main droite, elle lève la main droite au-dessus de la tête. Si on peut vous montrer, oui. Oui, elle lève la main au-dessus de la tête, comme on montre dans l'image là, et la main gauche est restée libre. Kafunda, si on peut vous montrer comment vous faites. Oui, c'est ce que j'ai fait. Okay. Donc, elle lève la main comme ça, et la main gauche est restée libre. À l'aide de ses 3 doigts, elle va utiliser juste les 3 doigts qu'elle va placer à plat au niveau de son sein. OK? Et elle va essayer de palper le sein en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, elle fait ça. Elle palpe son sein en allant de l'extérieur vers l'extérieur. Soit, elle peut palper son sein en faisant un mouvement circulaire, c'est-à-dire en allant de la périphérie vers le centre. Donc, elle palpe ça en faisant ces mouvements ici. Tout ça, elle recherche une masse. Soit, elle peut les palper de haut vers le bas, c'est-à-dire qu'elle fait ça. OK? Elle fait ça. Alors, je vous ai dit que la femme pouvait remarquer une masse sous son aisselle. Donc, avant de terminer son autopalpation, elle va essayer de palper la région sous l'aisselle. OK? Elle palpe la région sous l'aisselle pour rechercher la présence d'un nodule ou d'une masse. Elle palpe cette région. Elle va terminer l'autopalpation par une pression au niveau du mamelon. Le mamelon, en fait, c'est un bouton qui se trouve juste devant ici. Oui, dans les pour images, chercher, nous avons les images de mamelon. Oui, c'est la dernière image là à droite de votre écran. Donc, elle va essayer de faire une pression pour voir s'il y a un écoulement spontané ou un écoulement anormal. C'est ainsi qu'elle doit faire cette autopalpation. Alors, docteur, il y a plusieurs problématiques en RDC. La problématique de sensibilisation au niveau national, d'un programme qui est également inexistant. Doit-on dire que la RDC, le ministère de la Santé, rêve encore face à ce sujet de santé publique internationale pratiquement? Oui, je dirais ça exactement. C'est pour cette raison que j'aimerais te remercier personnellement, M. Gaëtan. C'est vraiment, ça me fait plaisir que tu m'aies donné cette opportunité de parler du cancer du sein, qui est un fléau qui dérange la femme. Alors rapidement, avant d'arriver au ministère, je vais m'adresser à certaines dames de la République. Bon, si tu me permets, je voudrais m'adresser à... C'est votre tribune, profitez-en. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser à la distinguée première dame, Denise Nyakero, qui a une fondation qu'on appelle Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. À Maman Olive Lembe qui a une fondation aussi qu'on appelle Olive Lembe Initiative Plus. Okay? À la première, à la présidente de l'Assemblée nationale, bien sûr, Janine Mabunda, ainsi qu'à toutes les grandes dames de la République, de faire de ces mois qui est célébré dans tout le monde entier, Octobre Rose, un mois de sensibilisation, parce que vous remarquerez qu'ici, tout le long du mois, il n'y a pas eu d'activité, il n'y a eu rien. S'ils peuvent s'impliquer. Pas d'activité de grande envergure. Pas d'activité de grande envergure. Heureusement, il y a Télé 50 et Urgence Santé avec Gaëtan qui a permis à ce qu'on puisse sensibiliser les gens. Deuxièmement, je voudrais m'adresser à l'État à partir, disons, le président de la République agit à partir du Premier ministre et son ministre sectoriel, justement, le docteur Itine. Alors, je voudrais dire ceci. Il n'est pas normal qu'un grand pays comme nous, on ne puisse pas avoir un programme national de lutte contre le cancer en général, ainsi qu'en particulier du cancer du sein. On n'en a pas. Deuxièmement, le pays n'a pas un registre national de cancer en général et en particulier du cancer du sein. Ce n'est pas normal. Troisièmement, il y a un traitement, je vais parler de la radiothérapie. La radiothérapie, c'est un traitement qui aide aussi dans le cancer du sein, mais vous imaginez que dans tous les pays, on n'a qu'un seul appareil et puis c'est dans un centre privé. Ah bon? Oui, c'est inadmissible, c'est pas normal. Les dames qui viennent à l'hôpital, souvent, ils viennent au stade avancé. Pourquoi? Parce que, un, manque d'information, justement, il n'y a pas une sensibilisation. Deuxièmement, manque de moyens. Ils partent chez les tradipraticiens où ils passent énormément de temps là-bas pendant que la maladie évolue. Après les tradipraticiens, ils se retrouvent à l'église. Et enfin, ils viennent à l'hôpital à un stade terminal. Et il se pose un problème, ils ne sont pas en mesure de payer les médicaments anticancéreux. Sous d'autres ciels, l'État prend en charge ces médicaments-là parce que ça coûte énormément cher. Mais ici, mon cher ami, nous sommes, monsieur le ministre, je ne sais pas si vous êtes fier de vous réveiller tous les jours, de vous dire que vous êtes ministre de la Santé avec toutes ces histoires. Nous sommes à quelle étape? Nous sommes encore à l'étape de réhabilitation des infrastructures sanitaires. Nous sommes à quelle étape d'équiper nos infrastructures sanitaires des examens, des appareils pour les examens complémentaires? Nous sommes à quelle étape? Il faut commencer par ça. Justement, il faut commencer par ça. Nous sommes déjà en retard, c'est ce que je veux dire. Nous sommes à quelle étape? La rémunération des médecins, les primes des risques. Ce qui n'est pas normal en plein 21e siècle que les médecins marchent pour les primes des risques. Ce n'est pas normal. On vient nous parler de fictif, tout ça, le système de santé qui n'est pas informatisé, mais Gaëtan. Ces pays à la fibre optique, à les coltans qui sert à fabriquer des téléphones, comment notre système de santé ne peut pas être informatisé? Ce n'est pas normal. Le médecin doit être pris en charge correctement. J'aimerais te dire que... Pour terminer. Pour terminer, justement, je termine par là. Oui.
Les gens, ils savent qu'il n'y a que le serment d'Hippocrate. Mais non, il y a aussi ce qu'on appelle le testament d'Hippocrate. Ceux qui nous suivent, ils peuvent taper juste le testament d'Hippocrate, ils verront. Que dit le testament d'Hippocrate? Je dis juste un extrait, c'est pour terminer. Le testament d'Hippocrate dit ceci. Un médecin doit avoir juste un bon point. Un embonpoint. Un petit ventre. Oui, un embonpoint, exactement. Il doit être bien vêtu. On dit bien vêtu. Il doit utiliser des parfums agréables dont l'odeur n'a rien de suspect, que tout cela disposer les malades à sa faveur. Maintenant, imagine-toi si le médecin n'a pas de conditions. Il doit avoir l'argent pour avoir toutes ces conditions pour que le malade soit à l'aise. Comment va-t-il prendre en charge le malade? Ça, ce n'est pas normal, monsieur le ministre. Merci, docteur Bob Matala Jabidi Gueye. Ouais. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Et merci pour cette sensibilisation. J'espère que la plupart des dames, jeunes filles et femmes qui nous ont suivis en profiteront largement. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur Télé 50, bien évidemment, mais également sur nos plateformes électroniques, sur Facebook, Urgence Santé Télé 50, ainsi que sur Twitter, Urgence Santé 50. Ça vous profitera énormément. Merci.